Il y a quelque chose que personne ne vous a dit clairement. Pas votre médecin, pas l'étiquette sur la bouteille, pas le magazine santé que vous avez feuilleté dans la salle d'attente. Et pourtant, cette information concerne directement ce que vous buvez ce matin, peut-être en ce moment même. Parce que nous vivons dans une époque où le mot « sain » est devenu une promesse marketing plus qu'une réalité biologique. Et cette confusion n'est pas anodine. Elle a des conséquences, silencieuses, progressives, que le corps commence à enregistrer bien avant que quoi que ce soit ne devienne visible. 4 boissons en particulier. 4 boissons que des millions de personnes consomment chaque jour en croyant sincèrement prendre soin d'elles-mêmes. 4 boissons auxquelles les médecins commencent à s'intéresser de très près, non pas pour alarmer inutilement, mais parce que les données scientifiques accumulées ces dernières années racontent une histoire que le grand public ne connaît pas encore. Cette histoire, vous méritez de la comprendre. Vous méritez de savoir ce qui se passe réellement. Commençons par un constat qui peut sembler anodin, mais qui change tout. Quand nous pensons à ce qui nourrit le cancer, nous pensons à la cigarette, à l'alcool fort, à la charcuterie industrielle. Ce sont des ennemis connus, identifiés, étiquetés. Nous les évitons ou nous les consommons en sachant exactement ce que nous faisons. Mais il existe une autre catégorie de risques, bien plus insidieuse, précisément parce qu'elle se cache derrière une apparence de vertu. Ce ne sont pas les excès que nous savons mauvais. Ce sont les habitudes que nous croyons bonnes. Et c'est là que commence l'enquête. Prenons le cas de Martine. 63 ans, retraitée de l'enseignement, femme active et attentive à sa santé depuis des décennies. Elle ne fume pas, ne boit presque pas d'alcool, fait de la marche chaque matin. Et chaque matin, justement, elle commence sa journée par un grand verre de jus d'orange pressé, ou ce qu'elle croit être du jus fraîchement pressé. Depuis plus de 20 ans, ce rituel matinal lui semble être un geste de santé, une façon d'apporter des vitamines à son corps avant même que la journée ne commence. Elle en parle avec fierté à son médecin lors des consultations, et son médecin, jusqu'à récemment, ne disait rien. Parce que jusqu'à récemment, personne ne posait les bonnes questions. Ce qui se passe dans le corps de Martine chaque matin, et dans le corps de millions de personnes qui font le même geste, est bien plus complexe qu'un simple apport de vitamine C. Pour comprendre cela, il faut penser au foie comme à un système de filtration sophistiqué. Imaginez une station d'épuration qui traite l'eau d'une ville entière. Cette station a une capacité de traitement précise, des flux qu'elle peut gérer, et des substances qu'elle sait traiter rapidement. Mais si on lui envoie une quantité massive de fructose concentrée en quelques secondes, sans les fibres qui normalement ralentissent ce flux dans un fruit entier, la station est débordée. Elle accumule. Elle stocke. Et dans ce stockage accéléré, dans cette surcharge répétée jour après jour pendant des années, quelque chose change dans l'environnement cellulaire. Pas dramatiquement. Pas d'un coup. Silencieusement. Le fructose libre, celui qui arrive dans le sang à grande vitesse sans la barrière naturelle des fibres, crée ce que les chercheurs appellent un environnement pro-inflammatoire chronique. Et l'inflammation chronique, c'est aujourd'hui l'un des terrains les mieux documentés dans lequel les cellules cancéreuses trouvent les conditions idéales pour se développer. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des publications scientifiques, des études menées sur des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, des résultats qui pointent tous dans la même direction. Un verre de jus de fruits, même naturel, même sans sucre ajouté, peut contenir autant de sucre libre qu'une canette de soda. La différence, c'est l'emballage. Et l'emballage, lui, est rassurant. Aucun symptôme ne signifie pas qu'il n'y a aucun changement. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette conversation. Parce que nous avons été éduqués à penser que notre corps nous avertit quand quelque chose ne va pas. Nous attendons la douleur, la fatigue extrême, un signe évident. Mais la biologie du cancer ne fonctionne pas ainsi. Les changements cellulaires qui précèdent de plusieurs années l'apparition d'une tumeur sont invisibles, silencieux, et parfaitement indolores. L'environnement cellulaire se modifie graduellement. Les mécanismes de réparation de l'ADN sont sollicités de plus en plus intensément. Et pendant tout ce temps, la personne se sent normale. Elle se sent même bien. Parce qu'elle croit prendre soin d'elle. La deuxième boisson que nous allons examiner est peut-être celle qui provoque le plus de surprises. Le thé vert. Symbole mondial de santé, tradition millénaire, associé dans l'imaginaire collectif à la longévité, à la sagesse, aux populations japonaises qui vivent sans en bonne santé. Tout cela est vrai d'un côté. Mais il y a une nuance que l'industrie des boissons a exploitée brillamment, et que très peu de consommateurs ont perçue. Le thé vert traditionnel,
préparé à partir de feuilles séchées infusées dans de l'eau chaude, contient effectivement des polyphénols, notamment les catéchines, qui ont montré des propriétés antioxydantes et potentiellement protectrices dans de nombreuses études. Mais ce thé vert-là n'est pas ce que la plupart des gens boivent. Ce que les gens boivent, surtout depuis 20 ans, c'est du thé vert en bouteille, du thé vert aromatisé, du thé vert froid vendu en grande surface avec des photographies de montagnes japonaises et des inscriptions en caractères asiatiques sur l'étiquette. Et c'est là que tout bascule. Ces boissons contiennent souvent, en plus de quantités infimes de thé véritable, des sirops de glucose-fructose, des arômes artificiels, des conservateurs, et parfois des édulcorants de synthèse. La concentration en catéchines actives est tellement réduite qu'elle n'apporte aucun bénéfice mesurable. En revanche, la charge en sucre libre ou en molécules de synthèse est bien réelle. Et le consommateur, lui, croit boire quelque chose de bon pour sa santé, quelque chose qui le protège. Cette confusion entre l'image d'une boisson et sa réalité chimique est au cœur du problème. Il y a un homme que je pense souvent dans ce contexte. Jacques, 68 ans, ancien directeur commercial, qui a décidé à la retraite de « mieux vivre ». Il a arrêté le café qu'il buvait depuis 40 ans et l'a remplacé par du thé vert en bouteille, convaincu de faire un choix intelligent. Il en buvait 2 à 3 bouteilles par jour. Il se sentait vertueux. Et pendant 3 ans, personne dans son entourage médical n'a fait le lien entre cette habitude et les marqueurs inflammatoires qui continuaient de grimper dans ses analyses sanguines. Jusqu'au jour où son médecin, en révisant l'ensemble de son mode de vie, a regardé de plus près ce qu'il buvait réellement. Ce qui est troublant dans ce type de situation, ce n'est pas la malveillance. Jacques n'avait pas été trompé par quelqu'un de mal intentionné. Il avait été trompé par un système de communication dans lequel l'apparence de santé est devenue un outil commercial. Et ce système fonctionne parce que nous voulons croire. Nous voulons que ce soit simple. Nous voulons que le thé vert soit bon, que le jus de fruits soit vitamine, que la boisson light soit sans danger. Parlons justement des boissons light. C'est la 3e boisson de notre enquête, et elle touche une population très spécifique, ceux qui ont fait l'effort de réduire leur consommation de sucre et qui, pour cela, se sont tournés vers les alternatives dites « sans sucre ». Un effort louable, une intention saine, mais une direction qui peut mener vers des complications inattendues. Les édulcorants de synthèse, comme l'aspartame, l'acésulfame K ou le sucralose, sont présents dans la quasi-totalité des boissons light, 0 ou sans sucre disponibles sur le marché. Pendant des décennies, on nous a dit qu'ils étaient inoffensifs, qu'ils traversaient le corps sans interaction significative. Ce discours est aujourd'hui sérieusement remis en question. Des études récentes, notamment celles menées par le Centre international de recherche sur le cancer, ont classifié l'aspartame comme peut-être cancérigène pour l'humain, une classification qui a provoqué beaucoup de bruit mais finalement peu de changements dans les rayons des supermarchés. Mais le problème des édulcorants ne s'arrête pas à la classification carcinogène. Il existe un mécanisme plus subtil, et peut-être plus important à comprendre. Ces molécules interagissent avec le microbiome intestinal, cet écosystème de milliards de micro-organismes qui vivent dans notre intestin et qui jouent un rôle central dans notre immunité, notre métabolisme, et notre capacité à identifier et à neutraliser les cellules anormales. Quand le microbiome est perturbé de façon chronique, la surveillance immunitaire se dégrade. Et une surveillance immunitaire dégradée, c'est une capacité réduite de l'organisme à repérer et à éliminer les cellules qui commencent à dévier de leur fonction normale. Ce n'est pas une chaîne de causalité directe et immédiate. C'est une accumulation de petits dysfonctionnements, chacun insuffisant à lui seul pour déclencher quoi que ce soit, mais ensemble, dans la durée, capables de modifier profondément l'environnement cellulaire. Pensez à cela comme à un filtre qui se colmate progressivement. Un filtre légèrement colmaté traite encore l'eau. Un filtre colmaté à moitié commence à laisser passer des choses qu'il ne devrait pas. Et un filtre totalement obstrué ne remplit plus sa fonction. Ce qui rend cette progression si difficile à détecter, c'est précisément le fait qu'elle ressemble à du vieillissement normal. La fatigue un peu plus présente, les analyses qui bougent légèrement dans le mauvais sens, les infections qui prennent un peu plus de temps à guérir. Chaque signe pris individuellement est attribué à l'âge. Et peut-être que l'âge y contribue effectivement. Mais peut-être que ce que nous buvons chaque jour en croyant bien faire y contribue aussi, d'une façon que personne n'a encore pris la peine de nous expliquer clairement. La 4e boisson est celle qui va peut-être vous surprendre le plus, parce qu'elle appartient à une catégorie que l'on associe universellement à la santé et aux soins de soi. Les smoothies verts. Ces mélanges de légumes et de fruits mixés que l'on vend dans les bars à jus, dans les rayons réfrigérés des supermarchés, ou que l'on prépare soi-même avec les meilleures intentions du monde.
Épinards, concombres, pommes vertes, gingembre, citron. L'image même de la nourriture saine. Le problème n'est pas dans les ingrédients eux-mêmes. Le problème est dans le processus de mixage et dans la façon dont ces nutriments arrivent dans l'organisme. Quand vous mangez une pomme, vous mâchez. Ce processus de mastication est bien plus important qu'il n'y paraît, il déclenche des signaux hormonaux, prépare l'appareil digestif, et surtout, il préserve la matrice fibreuse du fruit, qui va réguler la vitesse d'absorption du fructose dans l'intestin. Quand vous buvez cette même pomme mixée, les fibres ont été brisées mécaniquement. La matrice n'existe plus. Le sucre entre dans le sang beaucoup plus rapidement. Mais il y a autre chose, et c'est peut-être là le point le plus méconnu de toute cette conversation. Certains légumes verts, comme les épinards et le chou, contiennent des oxalates en grande quantité. Consommés en quantité modérée dans le cadre d'un repas solide, ces oxalates sont gérés normalement par l'organisme. Mais consommés quotidiennement en grande quantité sous forme de smoothies concentrés, ils peuvent créer une charge oxalatique chronique qui perturbe le fonctionnement rénal, interfère avec l'absorption de certains minéraux essentiels, et crée une forme de stress métabolique silencieux. Et le stress métabolique chronique, encore une fois, est un terrain que les chercheurs associent de plus en plus à des perturbations de la régulation cellulaire. Il faut ici dire quelque chose d'important, parce que cette enquête n'a pas pour but de créer de la peur sans nuance. Les fruits et légumes sont bons pour la santé. Le problème n'est pas les aliments eux-mêmes. Le problème, c'est la transformation industrielle, la concentration, la destruction des structures naturelles qui servent de régulateurs biologiques. C'est la différence entre manger une orange et boire un litre de jus d'orange. C'est la différence entre boire un thé préparé à partir de vraies feuilles et avaler une bouteille plastifiée avec une photo de temple japonais. C'est la différence entre le geste et sa simulation commerciale. Ce que nous commençons à comprendre, et cette compréhension est encore récente dans le monde médical, c'est que le cancer ne surgit pas de nulle part un matin. Il est le résultat d'un environnement cellulaire qui a été progressivement modifié, sur des années, parfois des décennies. Et cet environnement est influencé non seulement par ce que nous mangeons clairement mal, mais aussi par ce que nous consommons en croyant bien faire. Cette deuxième catégorie est bien plus difficile à identifier. Elle exige une honnêteté plus grande, une curiosité plus profonde, une volonté de regarder au-delà de l'étiquette. Pensons à ce que font nos cellules en permanence. Chaque seconde, elles se divisent, se réparent, communiquent entre elles. Elles ont des mécanismes d'autocorrection extraordinairement sophistiqués. Mais ces mécanismes fonctionnent dans un environnement. Un environnement trop sucré, trop inflammatoire, trop chargé en substances que le corps ne sait pas traiter efficacement finit par saturer ces mécanismes de correction. C'est comme une équipe de réparation qui travaille correctement tant que les dégâts sont gérables, mais qui commence à rater des choses quand les dégâts s'accumulent plus vite qu'elle ne peut les traiter. Les erreurs ne se voient pas au début. Elles s'accumulent silencieusement. Et un jour, l'accumulation atteint un seuil. Ce seuil, nous ne savons pas quand il arrive pour chaque individu. C'est là toute la complexité de la médecine préventive. Il n'y a pas de signal d'alarme clair, pas de moment précis où l'on peut pointer et dire « voilà, c'est là que ça a commencé ». Il y a une longue histoire de petites décisions, de petites habitudes, dont certaines que nous pensions protectrices et qui ne l'étaient pas. Revenons à Martine. Quand son médecin lui a expliqué tout cela, sa première réaction a été l'incrédulité. Puis une sorte de deuil, difficile à décrire, le deuil d'une habitude aimée, d'un rituel matinal qui lui donnait l'impression de prendre soin d'elle. Et ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Elle a commencé à observer autrement. Non pas avec de la peur, mais avec de la curiosité. Elle a commencé à manger l'orange au lieu de la presser. Elle a commencé à préparer son thé à partir de feuilles, sans sucre, sans arôme. De petits changements, pas dramatiques, pas privateurs, mais ancrés dans une compréhension nouvelle de ce que son corps pouvait traiter. Et c'est exactement là que doit mener cette conversation. Pas vers la restriction anxieuse. Pas vers une liste de choses interdites qui rend l'alimentation une source de stress. Le stress chronique est lui-même un facteur de perturbation cellulaire bien documenté. Non, la direction que cette enquête doit tracer est celle d'une conscience plus précise. Savoir ce qu'est réellement ce que l'on boit. Regarder la liste des ingrédients avec les yeux d'un enquêteur, pas d'un consommateur pressé. Se demander si la forme sous laquelle on consomme quelque chose préserve les mécanismes de régulation naturelle ou si elle les contourne. Il y a des questions simples à se poser. Quand je bois ceci, est-ce que je bois quelque chose qui ressemble encore à sa source naturelle, ou est-ce que je bois une reconstruction industrielle de cette source ?
Quand je lis « sans sucre » sur une étiquette, est-ce que je sais ce qui a remplacé le sucre? Quand je choisis un jus de fruits plutôt qu'un fruit entier, est-ce que je comprends la différence de ce qui arrive dans mon sang dans les minutes qui suivent? Ces questions ne nécessitent pas de devenir nutritionniste. Elles nécessitent juste un moment d'attention que nous avons souvent délégué à des logos, à des couleurs vertes sur des emballages, à des mots comme « naturel »,« bio »,« vitaminé ». Ces mots décrivent parfois une réalité. Mais ils décrivent aussi souvent une intention commerciale qui n'a aucun lien avec votre biologie personnelle. Parler à votre médecin de ce que vous buvez chaque jour est une conversation qui mérite d'avoir lieu. Pas seulement de ce que vous mangez, mais de ce que vous buvez, de la quantité, de la forme, de la fréquence. Le détail de votre routine de boisson est une information médicale pertinente que beaucoup de médecins ne pensent pas à demander et que beaucoup de patients ne pensent pas à mentionner. Combler cet espace, c'est déjà un acte de prévention. Il y a aussi quelque chose à faire avec le temps. Nos habitudes de boisson sont souvent liées à des moments de la journée, à des rituels, à des états émotionnels. Le café du réveil, le jus du matin, le thé de l'après-midi, la boisson light pour accompagner le dîner. Chacun de ces moments est une opportunité. Pas une contrainte. Une opportunité de choisir quelque chose qui soutient vraiment le travail de votre corps plutôt que de le compliquer. L'eau reste, après toutes les recherches, la boisson que le corps traite avec le plus d'efficacité et le moins de perturbations secondaires. Non pas que l'eau soit magique, mais parce qu'elle ne demande rien de complexe au système de filtration. Prendre conscience de ces mécanismes ne doit pas transformer la journée en parcours d'obstacles. Cela doit simplement rendre certaines décisions plus éclairées. Si vous continuez à boire un jus d'orange le matin en sachant exactement ce que cela implique biologiquement, c'est un choix informé. C'est très différent de le faire en croyant que c'est l'un des meilleurs gestes que vous puissiez poser pour votre santé. La différence n'est pas dans l'acte. Elle est dans la conscience avec laquelle vous posez cet acte. Ce que la science nous dit aujourd'hui, ce que des années de recherche en oncologie, en biologie cellulaire, en nutrition médicale commencent à articuler clairement, c'est que le cancer n'est pas une fatalité tombée du ciel. C'est très largement le résultat d'un dialogue entre nos gènes et notre environnement. Et notre environnement, nous le construisons chaque jour, à chaque repas, à chaque gorgée. Pas intégralement, pas absolument, mais de façon significative. Significative au point que des chercheurs estiment qu'une large proportion des cancers pourraient être influencés par des facteurs liés au mode de vie, dont l'alimentation représente une part importante. Cette information n'est pas là pour culpabiliser. Elle est là pour vous donner quelque chose de précieux, la possibilité d'agir. Non pas dans la peur, mais dans la connaissance. Non pas dans la restriction, mais dans la compréhension. Et cette compréhension commence par regarder honnêtement ce que nous buvons chaque jour, sans nous laisser guider uniquement par les images sur les étiquettes. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici parce que vous vous souciez de votre santé. Parce que vous voulez comprendre, pas seulement recevoir des instructions. C'est exactement la bonne posture. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher des réponses au-delà des apparences. Et si cette conversation vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parce que la meilleure médecine préventive commence souvent par une conversation entre deux personnes qui se font confiance.